Bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de recevoir ici la jeune architecture, le jeune paysage. Bonsoir Leila. Autour de cette table dont Margot Darieux, la commissaire de l'exposition, a eu l'initiative d'organiser cette discussion, j'allais dire, sur un concept, et j'aime beaucoup le titre, moi, le doute est-il permis, hein, dubito ergo sum, donc on sent que ça va être très philosophique ce soir, ça va être très intéressant, et ça va être peut-être très contradictoire, et c'est ça qu'on attend beaucoup ici à la plateforme de la création architecturale, où, vous le savez, parce que vous nous suivez, notamment par le streaming, hein, je remercie notre ami Florian de faire la couverture de l'événement ce soir, c'est qui nous emmène au-delà des murs de cette maison, que la jeune création ici puisse s'exprimer sur ce qu'elle attend, ce qu'elle fait et autres. Donc je remercie encore Margot Darieux, et je vais très vite lui passer la parole. Il y aura 2 soirées spéciales à JAP qui sont organisées dans le cadre de l'exposition ici de cette promotion des jeunes architectes et paysagistes, dont je rappelle que l'exposition va itinérer ensuite en France et peut-être à l'étranger. En tout cas, elle va commencer son histoire. Je remercie Gaspard Pinta, encore une fois, pour cette brillante scénographie de l'exposition qu'il a montée avec Margot. Là encore, une belle équipe et un beau succès. On fait tout pour que le public vienne ici. Voilà, il vient, il passe, il est souvent un peu discret, mais en tout cas il est là, et cette exposition va avoir un beau succès et une belle itinérance, je vous le promets. En tout cas, je vous souhaite une bonne discussion. Surtout n'hésitez pas à vous contredire, hein. Surtout ne soyez pas forcément d'accord, hein. C'est pas l'espace de la politesse là. Récemment, juste avant vous, il y a quelques semaines ici Pierre-Louis Falocci, et face à Inès Lobo dans le cadre des duos de la plateforme. Vous avez les installations qu'ils ont faites là-bas sur des questions fondamentales. Donc voilà, ils vous ont donné le diapason, vous avez juste à suivre le ton et même à déborder, je vous y engage absolument. Très belle soirée à tous, et je passe la parole à Margot. Merci Francis, merci beaucoup. Bonsoir à tous, bienvenue donc à la plateforme de la création pour cette première table ronde avec une moitié de promo, puisqu'en fait on fonctionne en demi-promo pour chaque table ronde. Donc vous avez aujourd'hui 10 lauréats des AJAP sur les 20 au total. Donc je vais pas, ils ont heureusement leur petit papier. On mélange architectes et paysagistes, puisque dans les AJAP il y a 15 lauréats architectes et 5 lauréats paysagistes cette année pour cette promotion. La première table ronde première question que je voulais soumettre à ces AJAP, le doute est-il permis? Donc cette question, je l'ai construite un peu au fil de mes rencontres avec eux. C'est un peu ce que je raconte aussi dans l'introduction de l'exposition. Ce qui m'a marqué quand je les ai rencontrés, ces AJAP, c'est qu'ils ont été nombreux à m'assurer que la recherche d'une écriture architecturale ou paysagère, c'était pas une fin en soi pour eux. Ce qui comptait, c'était la cohérence et l'intelligibilité des choix qui sous-tendaient leur projet. Donc, en fait, ce qui concentrait leur attention, c'était pas de me parler de la forme, mais plutôt de la façon de la faire. Et surtout que ce récit, la façon dont on construit la forme, qu'elle soit paysagère ou architecturale, que ce récit soit pragmatique, cohérent, raisonné et surtout partageable. Bref, plutôt que de me parler d'objets, ils m'ont parlé d'action, et cette action, elle est rationnelle. Alors forcément, de ce discours très concret, moi j'en ai d'abord émis une première hypothèse. Pourquoi un discours si concret, si rigoureux, si raisonné? Peut-être d'abord parce qu'il émane d'un rapport lucide à notre monde contemporain, qui est baigné de crises, qu'elles soient écologiques, économiques, etc., où finalement la création, elle n'est plus vraiment admise comme une pratique sensitive ou subjective. J'émets aussi peut-être l'hypothèse qu'à force de concours, il faut que les discours soient extrêmement rodés si on veut convaincre, que le moindre choix soit justifié. Les projets doivent respecter donc les enjeux environnementaux et économiques de notre temps. Il faut qu'ils soient modérés, il faut qu'ils soient frugaux. Et finalement, est-ce que c'est pas parce qu'ils sont inquiets de la légitimité du moindre de leurs traits que les AJAP produisent des discours extrêmement serrés, extrêmement rationnels, et finalement qu'ils sont très solides dans leurs argumentaires?
parce que peut-être qu'ils essayent finalement de s'auto-convaincre de ce qu'ils sont en train de dessiner en même temps qu'ils essayent de convaincre leurs commanditaires. Alors aujourd'hui, leurs discours, quand je les ai rencontrés, m'ont fascinée parce qu'ils étaient très raisonnés, ils valorisaient la maîtrise, la rationalité du projet, comme si en fait, en me parlant de leur projet, ils me parlaient de leur responsabilité à eux, leur responsabilité de concepteur. Et finalement, la première question que je me suis posée et que j'ai commencé à leur soumettre dans des discussions, c'est derrière cette rigueur, derrière cette solidité du discours et votre assurance à les porter, est-ce qu'on peut se demander s'il y a toujours du doute? Est-ce que le créateur est toujours en train de douter? Qu'en est-il de cet état de flottement qui permet de remettre en cause ses acquis et ses connaissances, de prendre de la distance par rapport à toutes ces certitudes quand il s'agit de créer, de transcender ce qu'on connaît déjà pour innover? Qu'en est-il de ce questionnement permanent qui caractérise le projet en gestation? Le doute, cette espèce de moment fragile, qui est une méthodologie créative, est-il encore permis en architecture et en paysage? Et finalement, le fait que vous teniez tous des discours extrêmement rigoureux, extrêmement tenus, qu'est-ce que ça nous dit de vos méthodes de conception, de votre rapport à vos clients, votre maîtrise d'ouvrage? Qu'est-ce que votre quête de justification pour la moindre de vos ambitions spatiales nous dit de votre travail? Alors je vais citer Jean-Christophe Ruffin dans un discours à l'Académie des Beaux-Arts qui, étonnamment, en faisant quelques recherches, s'est intéressé à la question du doute récemment dans la création. Jean-Christophe Ruffin dit « A priori, le doute est une faiblesse, tel est du moins le sens commun. Celui qui ne doute de rien semble avoir un avantage sur l'indécis. » Alors, forcément, c'est dans la capacité des architectes à remettre perpétuellement en cause les choses, à assumer les incertitudes auxquelles ils sont confrontés que réside leur singularité. Alors, est-ce que les AJAP doutent-ils encore, finalement, et est-ce qu'ils ont le droit de douter? Alors, pour répondre à cette question, qui n'est pas facile, je leur ai soumis un petit jeu. C'est-à-dire que je leur ai demandé de m'envoyer 2 images qui reflètent leur vision des faits, leur vision de cette question, qui reflètent ce qu'ils pensent de la place du doute dans la création architecturale et paysagère. Ces images, ils me les ont envoyées, on va les diffuser là, sauf qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'elles vont arriver, puisque moi je les ai assemblées, ces 20 images, à ma sauce, selon ma propre interprétation de ces images-là, avec quelques indications de leur part, mais malgré tout, ils ne savent pas comment elles vont être diffusées. L'idée, c'était de confronter les idées par association ou contrepoint. Alors ensuite, quelques mots avant de leur laisser la parole sur ma propre interprétation de ce que j'ai reçu. C'est que finalement, la notion de doute prend un sens très différent selon le stade d'élaboration du projet et l'angle selon lequel on l'examine. Il y a d'abord le doute récurrent sur sa propre capacité à créer, au niveau d'exigences souhaitées. Ensuite, il y a le doute sur la cohérence et la pertinence du travail en cours. Enfin, il y a le doute sur la qualité de la réalisation achevée. Inquiétude, moi j'appellerais plutôt ça une incertitude qui est intrinsèque au métier de concepteur, de paysagiste ou d'architecte, puisqu'en fait leur production n'est pas de la production en série, ils ne peuvent pas prévoir ce qu'ils vont bâtir, ce qu'ils vont dessiner, de la même manière qu'ils ne peuvent pas prédire la réception de leurs dessins par leur maîtrise d'ouvrage ou les futurs habitants. Donc il y a ce doute qui est différent, qui prend différentes formes selon les moments du projet, même face à l'architecte. Alors le doute face à la commande, notamment. Si entreprendre un projet pour répondre à une commande pourrait, on le pensait, réduire la part de doute puisqu'il y a programme, puisqu'il y a budget à respecter, eh bien peut-être que c'est dans la capacité de l'architecte ou du paysagiste à être créatif, à être inventif tout en suivant ce programme obligé que réside le doute. Et le doute est alors constructif, ce n'est plus une faiblesse, c'est une force, c'est même une ressource de la création. Il y a aussi le doute dans le processus de création en lui-même. Alors moi j'avais été marquée à l'époque de l'exposition par le manuscrit sans rature de Sur la route de Jack Kerouac qu'il avait écrit frénétiquement pendant une nuit. L'architecte, est-ce qu'il est capable de dessiner en un seul trait, premier, son projet ? Ou alors, en fait, on pourrait le croire, parce que ceux qui ont visité l'exposition peuvent aussi s'en rendre compte, les plans sont tellement efficaces aujourd'hui, tellement efficaces comme des logos, qu'on pourrait les dessiner en 3 traits. Or, pour atteindre cette efficacité, est-ce qu'il ne faut pas douter pour que le projet se déduise de tous ces éléments superficiels pour atteindre l'évidence ? Finalement, le doute serait de la ressource du labeur propre au travail de la conception. Enfin, il y a aussi le doute dans le rapport à la maîtrise d'ouvrage et les habitants, l'architecte met volontairement en doute sa propre autorité sur le projet pour laisser place à une forme d'improvisation, d'immédiateté, pour faciliter la naissance d'un projet co-conçu avec les habitants, avec les entreprises.
Le doute, alors, celui qu'on associe, comme le disait Ruffin, à la souffrance ou à l'infériorité de celui que nous avons en face de nous, peut être plutôt compris comme quelque chose qui laisse place à l'exaltation, à la surprise, à une forme de liberté. Et finalement, après tous ces éléments que j'ai reçus, et ils vont vous le raconter, quelle n'a pas été ma surprise de découvrir que tout ça était plein de doutes, de plein de formes différentes, et qu'en fait ce doute était camouflé derrière des discours ultra maîtrisés. Ça veut aussi dire beaucoup, ça veut peut-être dire qu'on n'a plus le droit de l'exprimer, ce doute, mais qu'il est toujours là comme ferment de la création. Et finalement, tout ça ne ferait de l'architecte et du paysagiste qu'un habile manipulateur du doute. Mais je vais maintenant leur laisser vous en faire la démonstration. Voilà. Donc, vous avez compris les règles du jeu. Je diffuse les images sans qu'eux-mêmes ne sachent quand est-ce qu'elles arrivent. Et ils prennent la parole en espérant qu'ils aient le courage d'eux-mêmes se contredire les uns les autres. Et puis vous n'hésitez pas à intervenir aussi si vous le souhaitez. Je commence avec Régis. Donc, bonsoir à tous. Donc cette image-là que j'ai proposée à Margot permet d'illustrer une chose que d'ailleurs tu as introduite comme une forme d'allégorie finalement entre ces deux moments d'opposition où on va dire que cette massivité qui est représentée par la pierre fabrique un moment où on se pose pas de questions. Il y a le côté rassurant, le côté comment dire stable, rigoureux, qui abrite facilement. Et de l'autre côté, la partie qui s'ouvre vers l'horizon, qui lui laisse place à une perception lointaine, l'évasion, la création, qui ne donne pas de limite, où il n'y a plus de doute. Donc je ne l'ai pas présenté, c'est un bâtiment qui se situe dans un petit village dans le Luberon, qui est un village qui s'appelle en Suisse, dans le Vaucluse. Et en haut de ce village, donc en partie dominante, au sommet, on le mérite quelque part, il y a ce château qui, pour une de ses parties, dans son rempart, qui fabrique la limite physique, il y a une église, donc avec cette porte dont on rentre de manière inhabituelle, donc sur le côté, et avec ces trois simples fenêtres de même proportion, mais de taille, de même proportion, mais de taille différente, voilà. Et puis voilà, un travail tout simple sur la pierre, différents apparillages, bossages, et qui, dans son écriture, ne laisse pas de doute justement sur comment est-ce qu'on rentre dans le bâtiment. La petite fille qui se présente pour rentrer par le biais du perron, elle n'a pas de Franco, c'est ici, c'est là, il n'y a pas 36 portes, il n'y en a qu'une. Voilà. Donc c'est une manière de l'illustrer plus voilà, poétiquement. Bonsoir. Alors comment j'ai choisi cette photo? Je suis passé dans la bibliothèque de photographie de chantier, puis je suis tombé sur ça et ça m'a évoqué le doute. Voilà. Pourquoi? Il y a le ciel, il y a la nature, puis c'est un moment du chantier important, le moment où un élément de mur ossature bois vient se poser. Donc ça y est, c'est le moment où on vérifie ce qu'on a dessiné un peu, où ça a retourné un terrain, du bois, ça existe vraiment. Donc c'est un moment qui a un petit peu une sorte de trauma et un gros doute pour certains archis, je pense. En tout cas, c'est un moment que je vis toujours assez mal, bizarrement. Et du coup, sur la photo, il y a ce cadre dans le mur ossature bois qui me faisait, après, en écrivant un peu, penser à peut-être des postures d'architecte sur comment on fait pour jouer avec ce qui est l'architecture, c'est-à-dire pour reprendre un peu la base pour certains, qui protège ou qui structure un rapport au monde. Donc, qu'est-ce qu'on dit quand on fait un projet? J'avais l'impression qu'il pouvait y avoir deux écoles très contrastées. Certains qui pourraient mettre des systèmes en place pour faire l'illusion d'une maîtrise, ou peut-être pas l'illusion, une réelle maîtrise, ou un autre type d'architecture qui irait plus à déconstruire ou à proposer des pistes et des hypothèses pour mettre en scène des choses qui pourraient avoir avec une non-certitude en tout cas, alors peut-être du doute, et qui amènerait chacun à s'approprier son environnement. Donc voilà, je pose ça comme ça. mais c'est toujours puis il y a le ciel, il y a la nature, il y a des éléments qui sont justement immatériels dans notre métier qui est bassement matériel parfois. On parle beaucoup de matérialité pour l'instant. La matière empêche-t-elle de douter? On est obligé de passer par la réalisation physique.
Donc, ce sont deux images du pavillon suisse de la Biennale de Venise à 2 années d'intervalle. La première intervention, c'est celle de Christian Quérez, et la seconde, je ne sais plus leur nom, qui a gagné d'ailleurs le Lion d'Or. Moi, bêtement, j'ai repris, quand Margot nous a posé cette question, la définition de doute, donc étant une incertitude qui s'oppose à la notion de vérité et de réalité. Qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce que la réalité dans le processus de projet? Ce serait peut-être comme point d'accroche toutes les données techniques, économiques, fonctionnelles qui constitueraient une sorte de pendant à cette incertitude sur laquelle on pourrait se raccrocher. Et le reste serait finalement exprimerait cette forme d'incertitude qui est finalement fondamentalement à la base de chaque projet et dont chaque architecte va s'emparer à sa manière. Et donc opérer ainsi un certain nombre de choix, un peu comme une réaction en chaîne. Ces choix, qu'est-ce qui les guide jusqu'à, en fait, la reformulation de la question, là où je voulais en venir, c'est finalement jusqu'où le doute est-il permis, puisque le doute est forcément là. C'est jusqu'à quel point les choix qu'on opère vont créer de l'espace et vont être objectifs, subjectifs. Qu'est-ce qui va guider ces choix et est-ce que ce vont être réellement des choix? Donc l'image qui est sur la gauche de Quérez, c'est finalement sa proposition, c'est de dire qu'on va créer de l'espace de façon presque quasi naturelle, sans jamais rien dessiner, uniquement par un procédé constructif, voilà, totalement aléatoire. Donc sans avoir aucune prise sur un vrai choix formel. Cette proposition-là, elle évacue la vraie prise de décision, et ça peut aller cette question de comment choisir, comment décider, du non-choix, porté jusqu'à l'absurde, qui est un peu la seconde proposition du pavillon suisse, qui mettait en rapport les objets du quotidien domestique, donc une cuisine, des fenêtres, une porte, à des échelles très différentes. Donc parfois la porte est plus petite, parfois elle est trop grande, parfois elle a la bonne taille. Et là, on n'est pas évidemment, on est sur des projets théoriques, mais qui pour moi expriment cette question de pousser le doute jusqu'à son point le plus fort. Et peut-être aussi trouver des parades pour pouvoir s'en débarrasser, finalement. Exactement. En fait, ce qui est aussi intéressant dans ces deux processus de projet, c'est qu'ils évacuent finalement la question du choix et sous une impression de subjectivité, d'aléatoire, et d'avoir réussi. Oui, c'est un peu un tour de passe-passe, mais je crois qu'on cherche un peu tous justement ce tour de passe-passe, en ayant non pas la bonne idée, mais en procédant un résultat où la succession de choix s'est fait finalement sans qu'à aucun moment pas qu'on se soit mouillé, mais qu'à aucun moment on ait la possibilité ou l'envie de revenir en arrière. Je pense que c'est surtout ça. Merci. Tu veux pas te mouiller à faire des choix, c'est intéressant. Ludovic. Bonsoir. Alors moi, j'arrive pas à parler d'architecture au commencement comme ça. Il me faut toujours des petits croquis, des petits dessins pour comprendre bien les choses. Donc, je suis parti d'un petit croquis qui est celui du haut que j'ai trouvé sur Internet, que je trouvais très intéressant. Et puis j'ai développé au fur et à mesure celui du bas, pour me dire que finalement, le doute, pour moi, c'est lié au temps. Le doute, c'est pour ça que j'ai représenté une frise chronologique en bas, disons d'un point A à un point B. Le doute est un laps de temps qui permet au cerveau, je pense, de trouver la bonne parade.
face à une problématique qui a un programme, face à la manière d'interpréter quelque chose, on a toujours des doutes, forcément on se questionne, le doute est une période de questionnement pour moi, et chaque personne a des doutes, même le chirurgien qui doit opérer sur un petit vaisseau du cœur, il a des doutes forcément puisqu'il a une méthodologie à mettre en place pour arriver à opérer une personne. Donc voilà, tout ça pour dire que le doute, j'ai envie d'y répondre tout de suite à cette question puisque ça me titille, mais le doute pour moi il est pas permis, il est obligatoire dans la mesure où on est des êtres humains, on a besoin de penser. Ne pas douter serait ne pas penser, ne pas avoir de cerveau. Donc je me suis posé cette question, donc à partir d'une interrogation, est-ce que le doute permet d'avoir une idée claire et permet de générer une force. Dans ce schéma-là, je pense plutôt à une phase de conception où on alimente le cerveau de différentes données et on a besoin d'en extraire l'essentiel pour nous, pour pouvoir arriver à une idée concrète avec une force. Voilà. Donc, de prime abord, quand on se trouve dans la partie A, on aurait tendance à se dire c'est une faiblesse puisqu'on ne sait pas ce qu'on veut, on est incertain, on n'est pas sûr de nous. Or, quand on laisse maturer les idées, on laisse se propager le doute, on le laisse au coin de notre cerveau, on se dit que finalement, sans y réfléchir, le processus du doute, il va engager une réflexion et on arrivera de toute façon à une idée qui nous plaira et qui plaira au maître d'ouvrage, de manière à faire une symbiose des éléments du programme, des éléments programmatiques, contextuels, économiques et compagnie. Et finalement, la proposition fera quelque chose de fort, dans la mesure où on a accepté cette période de doute. Si on ne l'accepte pas, cette période de doute, ça veut dire je pense qu'on est trop sûr de nous, et être trop sûr de soi ne permet pas toute cette période de réflexion et de maturation des idées et de pensée. Je pense que à partir de là, moi, personnellement, je peux parler d'architecture. J'ai besoin de parler humain pour le doute avant de parler architecture pour le doute. Voilà. Je m'en doutais que ça allait être moi parce que je rejoins tout à fait ce que dit Ludovic. Le moment de doute dans un processus de projet qui est assez long, qui passe par les débuts, donc un programme, une demande, une commande, et qui se prolonge par un travail sur la conception et la réalisation. Dans ce phasage-là et dans cette période de temps-là, il est nécessaire pour moi, c'est ce que tu viens de dire, de douter, et je dirais que c'est important parce que ça va rendre encore meilleur le moment où on sent que les choses arrivent, on sent que les choses se débloquent, et ça va nous permettre aussi, je pense, de mieux défendre. Tu parlais tout à l'heure des argumentaires très cadrés, très bordés. Je pense que ça arrive, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein. Ça arrive parce que le doute était là en amont, et il va continuer à être là en pointillé, et on va à chaque fois le re-questionner pour savoir si on continue à tenir notre projet, si on continue à être dans la bonne lignée. Là, c'est pour représenter ça. J'ai pris quelque chose qui nous est très familier, quelque chose qui traîne régulièrement sur mon bureau à chaque fois que on commence un nouveau projet, qu'on a une commande. Il y a une phase assez importante de lecture de programme. Alors c'est une chose que j'évacue assez vite. Je vais assez rapidement à ce genre de page assez synthétique, assez simple, assez efficace, justement pour éviter de rentrer dans des considérations un peu trop techniques et pour douter, mais en prenant un petit peu de hauteur. Ça me permet de me libérer et puis d'avancer sur les projets en maintenant en place ce doute avant à un moment quand je sens que les choses basculent, vont dans le bon sens, dans lequel j'ai envie d'avancer et de défendre un projet. Là, je rentre un peu plus en profondeur. Et donc, c'est un outil qui reste souvent sur place, sur le bureau, où on griffonne, on rature, on rajoute des choses. Et il est important. Enfin, moi, ça m'aide dans la conception. Et donc voilà. Et tout l'intérêt après dans cette période de doute là, et c'est en même temps de poser les bonnes questions et de comprendre. C'est comprendre ce qui a été aussi
ce qui est marqué entre les lignes d'un programme dans la demande, parce que en fait, il n'y a pas que nous qui doutons, il y a le client, le maître d'ouvrage, tous les interlocuteurs doutent, et on est là pour essayer d'orchestrer. Le texte peut être assez clair, assez efficace, mais on voit bien que la réponse n'est pas là. C'est pas quelque chose de mathématique, c'est pas quelque chose de. Donc, on nous demande nous d'être rassurés, de les rassurer, mais eux ont énormément, enfin, ont des doutes, et je pense que du coup, ce moment-là, faut nous l'assumer pour ensuite après se libérer, pouvoir échanger simplement avec les maîtres d'ouvrage. Donc un programme comme quelque chose de contradictoire, à contredire. Non, pas forcément. Faut juste comprendre là où ils veulent nous emmener, quelle est réellement la question. Contredire, ça c'est possible. Ou épurer, c'est peut-être plus, au lieu de contredire, c'est mettre de côté certaines choses qui peut être en contradiction avec l'idée maîtresse que nous demande de développer le maître d'ouvrage ou le programmiste, parce que avant ça, il y a peut-être la place, là c'est un programmiste qui a aussi lui émis des hypothèses, a transcrit certaines choses, et ça peut, enfin il lui aussi ramène des choses singulières ou particulières. Donc c'est à nous aussi de faire le tri, de commencer à ouvrir la discussion avec tout le monde. Et donc ce qui est délicat là, par exemple, c'est un concours sur lequel je travaille là, à rendre dans un mois. Donc on nous demande de nous positionner, de répondre à leurs questions, faire le tri. Donc on émet forcément des doutes, on avance, on doit se persuader, ensuite persuader les clients. Ça veut dire aussi prendre des risques, ça veut dire aussi avancer dans une pratique singulière où il faut arriver à un moment à trouver le ton juste. Tu parlais tout à l'heure, tu parlais à l'instant de contredire. Ça dépend de l'avancement du projet, à quel moment on le fait, dans la vie de l'agence, à quel moment... Et donc voilà, je pense que ce doute-là dont tu parles, en tout cas ce qui pour nous ça fonctionne, parce qu'après il y a le moment où on est libéré, on sait qu'on va dans le bon sens, et on sait que c'est des moments de plaisir à défendre des projets dans lesquels on croit. Ce qui est intéressant, c'est que tu utilisais un mot que c'est vrai, auquel j'ai pas du tout pensé, qui est le mot hypothèse, qui est aussi relatif au champ du doute, où à un moment le début du projet est une hypothèse, et à force de la travailler, il devient une proposition forte et assumée, et qui est peut-être celle que j'ai reçue venant de vous, et qui m'a fait douter qu'il y ait doute, puisque ce n'était plus des hypothèses que vous me soumettiez, mais des propositions assumées et affirmées. Mais c'est donc intéressant de revenir à ce mot-là d'hypothèse. Et le doute avec la part de risque dont je parlais tout à l'heure, ça aussi, ça nous questionne sur notre envie de risquer à certains moments dans la vie de nos agences, et aussi la peur de l'échec qui peut en découler derrière. C'est quand même c'est un métier assez difficile. On nous demande de ne pas douter, d'être sûr de soi, mais ce que l'on voit, ce dont on est en train de parler, c'est que derrière ça, il y a toute une série de doutes, et ça peut aussi, on peut parler dans la continuité, ça peut être aussi, nous en tant qu'architectes, on a le droit à l'échec, on a le droit d'avancer, de se construire autour de l'échec. Donc je pense que c'est une association de plein de choses, et qui fait que notre métier est intéressant. Ce document, on l'a appelé hypothèse et variante, justement. Hypothèse avec un S et variante avec un S. Parce qu'en fait, pour revenir sur la question du doute, nous, le doute, il est présent en permanence. Parce que déjà, enfin, je dis on parce qu'on est 3 associés. On fait tout ensemble, on partage tout, la conception jusqu'au chantier. Et on est 3 angoissés, en fait. Donc, que ce soit en phase de conception, en phase d'étude, en phase chantier, le doute, il nous habite en permanence. Et je dirais même après qu'on ait livré les bâtiments, on doute de est-ce que ça va bien vieillir, est-ce que ça va fonctionner. Donc, en fait, le doute, il est tout le temps présent chez nous. Et ce document-là, il illustre plus la question du doute comme méthodologie dans la manière de concevoir le projet. En fait, nous, donc comme je disais, on est 3 associés, on fait tout ensemble, et on travaille principalement sur des concours publics, des appels d'offres publics, ce qui fait qu'on est sans cesse forcé à travailler sous la contrainte du temps, des temps très courts. Le concours, il faut être efficace, et c'est un peu antinomique avec la question du doute, avec le fait de devoir prendre du recul pour pouvoir bien mesurer ses choix.
Et malgré tout, on essaye de développer une méthodologie avec ça, une méthodologie qui passe par l'accumulation, par justement des hypothèses et des variantes. Ça convoque plusieurs médiums, le dessin à la main qui nous permettent de tester rapidement les choses, prendre la mesure des choses. On le fait tous, on l'affiche. La question de l'affichage, c'est une question importante pour nous parce que ça nous permet de confronter les différentes choses qu'on pense et puis de les discuter, de les critiquer, ça provoque le débat. On travaille en volumétrie et ça nous permet de tester la forme dans son environnement, d'apprécier la présence du bâtiment. Et puis après, le dernier document, malheureusement, il n'est pas très lisible, mais c'est un imprimé écran en fait d'un fichier informatique sur un concours. Et en fait, quand on travaille sur le même fichier et on part d'une hypothèse. On la copie, on garde celle d'avant et on teste quelque chose de nouveau. Puis après, un autre associé, il prend l'hypothèse, il recopie, il recommence. Et on garde toujours la trace de ce qui a été fait avant pour garder cette mémoire du projet, pour pas oublier le chemin par lequel on est passé. Et en fait, tout ça, tout à l'heure, Margot, tu parlais de est-ce que c'est une manière de s'auto-convaincre? Pour nous, c'est complètement ça. C'est-à-dire que on est tellement angoissé par est-ce que c'est la bonne proposition, est-ce que c'est la manière la plus juste de faire le projet, qu'à un moment on essaye par élimination d'évacuer tout ce qui a priori ne fonctionne pas, tout ce qui fonctionne pas et en fait, ça passe par le renoncement à certaines choses, comme la conviction à d'autres choses. Et parfois, ça amène à l'hybridation, ça amène à des choses qui convoquent plusieurs choses qui ont été vues ensemble. Et du coup, voilà, c'est véritablement la manière de concevoir le projet par le doute, quoi. Vous épuisez le doute pour pouvoir finalement être sûr de vous. Exactement. Et pourquoi vous gardez tout à un moment? Si tu oublies l'idée, c'est qu'elle était pas bonne, non? Enfin, je trouve que l'oubli est intéressant parce que du coup, ça te permet de faire le tri, je trouve. Ben, en fait, on garde tout parce que on s'autorise de revenir en arrière aussi. Quand on fait des hypothèses et des variantes, à un moment, on variante, et des fois, on arrive au bout du truc et on se dit, bah non, en fait, ça fonctionne pas. Donc, ça nous permet de revenir en arrière et de se dire, bah tiens, à un moment, on avait fait ça. Et peut-être que c'était ça la bonne solution, donc on repart dessus. Et parfois, on se rend compte que l'intuition première est finalement la bonne. Et du coup, ça nous permet, nous aussi, de garder cette mémoire du projet qui nous semble importante pour pas dériver, justement. Enfin, après, je sais que dans la pratique, nous, enfin, le fait d'effacer, mais de garder en tête et d'avancer, mais sans forcément oublier, ça permet aussi d'idéaliser ce que tu avais esquissé à un moment. Et quand tu reviens dessus, ce sera peut-être une nouvelle variante à partir de cette base-là. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant dans la pratique. Enfin, moi, j'ai plus tendance à effacer, mais à garder ça en tête, continuer à douter autour de ça en se rappelant le parcours dans lequel on a pu cheminer pour arriver au projet. Mais ça me marque ton image. Enfin, c'est que ça défile un peu plus. Après, on a conscience qu'il y a un petit côté fétichisme aussi parce qu'on aime bien. On se rend compte aussi qu'en faisant ça de projet en projet, il y a des choses qui se retrouvent qui traversent un peu tous les projets. Des fois, on se rend compte de nos obsessions aussi. Ça permet aussi de nous rappeler qu'il y a certaines choses qu'il faut savoir laisser de côté. Donc pour nous, c'est important de garder cette trace-là, quoi. Après, Jérôme, là, dans ce schéma-là, tu parles plus de doute sur le doute. Mais il y a aussi le doute sur les certitudes. Par exemple, sur un projet, tu es persuadé, par exemple, je sais pas, moi ça m'arrive, je me dis c'est absolument en alignement que je dois être, et tu vas bricoler sur l'alignement. Et peut-être qu'à un moment donné, on va avoir le doute de se dire ah, bah finalement, cette certitude-là, elle n'est pas si bonne. Peut-être qu'on va aller douter sur cette certitude-là et de se dire bah, à un moment donné, peut-être que je me mets en retrait. Donc finalement, toi, ouais, t'accumules les doutes puisque à partir d'un schéma, tu pars sur un autre, et on voit bien, ils n'ont pas forcément la même tête. Alors que moi, j'ai tendance à dire, j'ai une certitude, j'y vais sur cette idée-là, et j'ai des doutes sur cette idée-là. Je vais écrémer cette idée-là pour continuer à avoir des doutes sur cette idée-là, et peut-être qu'à la fin, je me dirais, en fait, c'est le début qui était pas bon. On passe par là, on passe par là, mais en fait, c'est dans une deuxième phase. La première phase, on essaye de se forcer
à explorer le champ des possibles, quitte à faire des choses, à formaliser des choses qui nous paraissent pas naturelles. Parce qu'on se dit qu'en faisant ce travail-là, on n'évacue rien au préalable et peut-être qu'on sera surpris nous-mêmes par une proposition qui nous semblait pas forcément bonne dans un premier temps. Donc on essaye de faire cet effort-là, dans un premier temps, de se dire allez, on met tout à plat. Et après, on prend du recul et on commence à choisir. En quelque sorte, vous mettez en doute votre propre identité d'architecte, vos propres codes. Ouais. Peut-être, je sais pas. Super. Oui, alors du coup, un texte, pas une image. C'est un texte de Jérôme Boutrin qu'il a écrit sur le travail de Catherine Mosbar, donc, qui est paysagiste, dans le cadre d'une monographie, et il s'interrogeait sur la capacité des paysagistes à parler de la forme et à assumer leur travail formel. Et donc voilà, je la lis comme ça. Travailler la forme d'un espace, c'est travailler les questions qui le traversent, c'est ouvrir la critique nécessaire à leurs évaluations. S'en tenir à l'écart, c'est laisser l'inquiétude s'installer. Et cette phrase, elle a résonné assez fort pour nous autour de cette question du doute est-il permis, parce que finalement, bon, ça a déjà été dit, mais le doute n'est pas permis, le doute est inhérent à la question de la création. Si on ne doute pas, on applique des abacs, on applique je sais pas quoi, mais enfin, on ne crée pas, quoi. Donc nécessairement, on doute, mais selon nous, finalement, c'est l'exercice du projet qui nous permet de ne plus douter. En tout cas de se forger des convictions. Alors voilà, après avec des stratégies de projet qui sont peut-être différentes en fonction. Nous, on est plutôt de cette école-là, je crois, celle de l'obsession et puis de remettre en permanence sur le travail finalement une idée, soit une idée de départ, soit après voilà, c'est varié, mais soit d'autres méthodes qui sont plus exploratrices peut-être. Mais en tout cas, c'est bien par cet effort-là, et celui sur la forme, moi, c'est ça qui nous intéressait de replacer comme notion, mais finalement, elle a été abordée un peu par tout le monde, mais vraiment de remettre la question formelle par le dessin exploratoire et cette mise à l'épreuve, finalement, de l'idée et du concept. Nous, c'est comme ça qu'on se forge des convictions et qu'on arrête de douter, parce qu'à un moment, il faut effectivement pouvoir tenir ces idées dans le temps. Elles sont souvent chahutées par l'extérieur, par plein de choses. Et donc voilà, pour nous, c'est de notre responsabilité aussi à un moment. C'est pas pour ça qu'on ne doute pas, c'est juste que c'est notre responsabilité que d'emmener un projet au bout en s'étant forgé des convictions. Donc le temps de se forger des convictions appartient à l'intimité de l'agence. Oui. Enfin, nécessairement, après, on fabrique. En tout cas, on met en discours ce qui a été conçu, oui, peut-être dans l'intimité de l'agence, c'est vrai, je crois. Et là, on argumente et on développe des argumentaires qui sont. C'est difficile de parler du dessin et de la mise en forme de manière frontale. Alors, on prend des biais, on justifie, mais après, voilà, il y a des choses qui nous appartiennent aussi. On n'est pas obligé de tout dire non plus, des raisons, des choix. Et voilà, on est toujours confronté un peu, effectivement, à cette ambivalence. Dire ou pas dire. Parfois, pas dire, c'est pas mal aussi. Bonsoir. Cette image, c'est un peu le contrepoint de la première image qui vous a été présentée par Régis. Elle traduit pour moi ce qu'est l'architecture dans un contexte globalisé, où finalement les matériaux qui sont mis en œuvre, les techniques de construction, les références culturelles sont globalisées. Et cette multiplication des possibles est, à mon sens, génératrice de doutes, en tout cas génératrice de possibles dans le processus de création et donc de doute. Et elle est en réaction, par contre, pour moi, une manière de limiter ce champ des possibles par la contextualisation des projets, qui est un processus qui travaille et qui sous-tend ma production. Parce que finalement, face à cette architecture globalisée,
cette production globalisée, la prise en compte d'un contexte spécifique, de matériaux spécifiques ou de techniques constructives spécifiques permet de borner finalement le champ des possibles et donc de limiter l'immensité de ce doute. Et pour rebondir sur le process de conception dont parlait Jérôme, c'est vrai que moi j'essaye autant que possible de normaliser ce qui peut l'être. C'est vrai qu'il y a beaucoup de thématiques, beaucoup de questions qui sont très subjectives, qui concernent notamment la formalisation, la spatialisation. Donc ce sont des choses très subjectives. Par contre, beaucoup d'éléments sont par ailleurs très rationnels, que ce soit la prise en compte d'un programme, la prise en compte de contraintes constructives, de choses finalement très triviales, nous permet, je pense, de limiter les thématiques sur lesquelles on peut être amené à douter. Donc encore des parades. Encore des parades, oui, tout à fait. Du coup, moi, pour rebondir ce que l'on disait tout à l'heure, à un moment, il faut passer au-delà du doute. Ce qu'on disait, je suis d'accord, le doute, c'est quelque chose de très personnel, très intime. C'est pour nous un moment d'élaboration, de création qui est fait en interne. Un moment dans la vie d'un projet, il est nécessaire de s'exposer, de se dévoiler et de montrer ce sur quoi on veut travailler avec l'ensemble de nos partenaires. Ça peut être un économiste, un maître d'ouvrage, un botaniste, un artisan. Enfin, donc il y a une volonté, il y a un besoin après avoir eu cette séquence de doutes à avancer et à lever les doutes pour rassurer tout le monde, parce que aller trop loin dans les projets et puis après avoir eu une période de doute qui met en place une posture d'architecte qui peut être très tranchée, on parlait tout à l'heure d'obsession à vouloir maintenir son idée, c'est quelque chose qui pour nous est intéressant. Donc ça peut émettre des doutes en face, les gens se posent des questions sur où est-ce qu'il nous emmène, pourquoi il en est arrivé là. Alors ce que tu peux raconter tout à l'heure, c'est pas pour ça qu'il faut raconter nous notre parcours, mais en même temps il faut arriver à embarquer tout le monde dans le même sens et lever les doutes chez ceux qui construisent avec nous le projet. Donc là, cet exemple-là, c'est un test de charge sur un poteau de l'immeuble de Wright, qui a été construit en 1939, c'est marqué, pour l'entreprise Johnson Wax, dans l'Illinois, je ne sais plus. Et donc Wright a été appelé pour faire ce bâtiment-là, avec une très belle idée de forteresse où l'ambiance intérieure était générée par ce genre d'architecture qui se résumait à un poteau qui permettait de composer l'espace, à rapporter de la lumière. Enfin, il y avait toute une série d'éléments qui se raccrochaient à ça, qui se dupliquaient dans le projet. Et le doute, ce que je disais tout à l'heure, était... donc ça, c'est Wright qui propose ce projet-là, en disant c'est absolument ça qu'il faut faire, mais tout le monde autour de lui doutait. Et donc il a fallu qu'il démontre, et donc qu'il démonte son projet. Là, et donc là, il l'a fait avec un essai au sac. À la base, il devait supporter 6 tonnes et le poteau a cédé à 60 tonnes. Et donc ça accompagne ce que je disais tout à l'heure sur le moment où nous on prend un risque, on se dévoile et on fait le choix ou pas d'assumer nos erreurs hypothétiques. À un moment, faut pouvoir arriver à construire notre argumentaire et bien s'entourer pour passer l'étape où le doute n'existe plus. Et à un moment, il faut réaliser. Le cœur de notre métier, nous, la pratique, c'est pas de la théorie, c'est appliquer ce que l'on souhaite et arriver au bout de notre obsession de construire. Intéressant l'idée de l'architecte qui doit à un moment sortir du bois ou en tout cas se dévoiler, donc assumer ce qu'il pense fondamentalement pour ce projet. Parce qu'on se rend compte, en fait, les bâtiments on les fait pas seuls et donc forcément il faut pouvoir transmettre
là où on veut aller, là où on va être intransigeant, ou là où on va pouvoir dialoguer et faire passer notre idée pour ensuite oublier nos doutes et avancer. Donc, de toute façon, à un moment, il faut le construire, on ne le fera pas tout seul, donc il faut se dévoiler. Donc, donc ça c'est une photo de l'étagère maquette qui est à l'agence. Donc c'est une partie de l'étagère qui encercle, on va dire, la salle de réunion. Par cette image-là, nous, je souhaite illustrer le fait d'émettre un processus itératif, c'est-à-dire de répétition, constamment faire et refaire, pour justement expérimenter, questionner, équilibrer ou bien se rassurer. En tout cas, tester les choses avant qu'elles soient construites, c'est-à-dire faire l'exercice par soi-même de ce qu'on aspire à faire, c'est-à-dire à demander aux entreprises de faire telle et telle chose. Et par ce principe-là, essayer d'évacuer un certain nombre de questions. Maintenant, c'est surtout la question de temporalité. Je pense qu'il y a une notion de maturation. Je pense qu'elle est impérative. C'est dans cette recherche patiente, constamment, justement, faire et refaire, que l'évolution peut être positive. En tout cas, on essaie de tendre vers un idéal qu'on imagine être mieux que la précédente hypothèse. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je rejoins complètement la méthodologie que Jérôme fait avec son atelier Link, où le fait de ne pas rester figé sur ses positions, c'est-à-dire même se questionner sur le métier de l'archi, tout simplement, c'est-à-dire aller jusqu'à outrance, ce pourquoi on fait ce boulot. Sans aller au-delà, mais je pense qu'il faut absolument constamment, je pense comme un sportif quand il refait un exercice, je pense que c'est par le doute que les choses se font, c'est par la pratique que l'on parvient à se rassurer ou en tout cas à se positionner. Je pense que celui qui ne doute pas est fait de certitude, et je pense que ça peut être que néfaste et peut mener à des formes d'extrémisme ou bien de radicalisme qui aboutissent à la fin sur des enfermements, et l'enfermement ça peut devenir, enfin on peut vite devenir fou. Donc je pense que s'interroger c'est fondamental. Voilà. Désolée, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai mis au hasard. Oui, ça c'est des images d'un paysagiste qui s'appelle Yves Brunier, qui est décédé très, très jeune, en 91 ou 92 je crois. Et ça c'est un projet sur les rives de l'Adour à Dax qu'il a fait avec Jean Nouvel. Et toutes ces images on les trouvait intéressantes voilà, par rapport à la manière dont les choses sont testées avec un outil qui n'est pas le nôtre d'ailleurs. Enfin voilà, on est plutôt calque, un peu bêtement. Mais là, ce jeu de collage, etc., donc ces essais formels toujours de recherche, on les trouvait assez intéressants. Et puis en fait, c'était pour lire un bout de texte. Désolée. Mais justement, par rapport à cette question de l'argumentaire qu'on peut mettre en place pour justifier des choix de projet, moi, étudiante à l'école, j'ai été très marquée par ces dessins, mais aussi par les textes d'Yves Brunier, qui laissent absolument pas de place au doute dans sa manière de décrire les projets, et qui cherche pas justement à argumenter ou à justifier par rapport à un site ou par rapport à un programme ou par rapport à, mais juste il décrit les lieux qu'il imagine. Donc en assumant sa position d'auteur aussi, je pense être une question assez intéressante. Alors j'ai un tout petit bout, mais il dit par exemple un de ces lieux qui s'appelle Dune. Il dit une dune solide, noire et précieuse, glissant dans l'Adour sombre, des marquages lumineux, des places de stationnement, des plateformes programmes, techniques le jour, irréelles la nuit. Une ponctuation de palmiers carapassonnés baliseront les berges. Face à ce contrefort, l'autre rive sera aléatoire et végétale, rythmée par les crues, etc., etc. Et je trouve que l'utilisation du futur, comme ça, très directe, très affirmée, cette manière de décrire ce qui sera et pas ce qui serait ou ce qui pourrait être, mais voilà, d'utiliser
un langage qui est finalement assez atypique. Quand on lit les notices de projet, c'est rarement ça quand même. C'est souvent on fera ça parce que je sais pas quoi. Enfin, il y a comme ça une espèce de voilà de justification un peu permanente. Et donc voilà, c'était pour offrir un peu aussi un contrepoint à cette question du doute. Mais je suis certaine que c'est un monsieur qui doutait beaucoup. Voilà, Alors donc cette notion donc de conception partagée, donc ça permet d'illustrer donc également plutôt notre méthode d'intervention. Donc nous avons un peu de la même manière souhaité en parler pour justement quand on a abordé la problématique du doute, on s'est plutôt dit finalement comment fait-on pour sauter ce doute-là? On recherche finalement une évidence. Donc on s'est aperçu que finalement donc la conception architecturale donc dans chacune des phases ça constitue constamment un partage, un dialogue. Donc pour nous concevoir, je dis nous déjà parce que nous sommes 4 au sein de l'agence, donc ça n'est jamais vraiment quelque chose d'isolé. Donc nous concevons donc de la même manière nos projets à 4, à peu importe les échelles, que ce soit de la petite échelle à la plus grande échelle. Et nous sommes aperçus que nous avons aussi l'habitude donc de nous associer avec d'autres architectes, donc permettant toujours de venir croiser donc différentes visions. Et on s'est aperçu que finalement trouver un consensus entre plusieurs concepteurs, ça permet vraiment en quelque sorte de se rassurer et de trouver un peu plus facilement le chemin de l'évidence. Mais ce partage, ce dialogue, finalement, il est présent même plus tard, où nous avons l'habitude vraiment de ne pas figer peut-être un projet, le faire évoluer par rapport toujours au partage qu'on pourrait avoir à la fois avec les usagers, à la fois avec donc les artisans, les corps de métier, pour venir échanger et trouver dans une finalité un projet qui va faire consensus entre tous les acteurs du projet et finalement on va dire de la conception, la première idée jusqu'au chantier et même plus tard voilà. Mais c'est possible ? Oui, c'est possible. Après, voilà, en fonction des projets, des problématiques, on arrive plus ou moins à le développer, mais aujourd'hui, c'est quand même notre manière de travailler. Après, c'est peut-être plus facile dans des projets, on va dire à moindre échelle, où on arrive vraiment en amont à travailler avec les entreprises, des charpentiers, des maçons sur des techniques d'utilisation de matériaux. Et on s'aperçoit que ça devient plus évident quand il y a vraiment ce mélange de tous ces savoir-faire. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que tu utilises le mot consensus, c'est vrai qu'on ne l'avait pas encore utilisé, qui est un mot que vous m'avez beaucoup donné quand je vous ai rencontrés tous, qui peut-être, en y réfléchissant, en t'écoutant parler, peut-être que le consensus, c'est une de vos parades pour esquiver le doute, en tout cas de rechercher ce consensus avec les gens que vous avez en face de vous, qu'ils soient habitants, maîtres d'ouvrage, entreprises, etc., artisans. De leur faire partager le consensus, c'est peut-être un moyen, de vous soigner votre doute et de vous faire avancer. En tout cas, le mot consensus fait partie de votre vocabulaire aujourd'hui, assez étonnamment. Alors, il s'agit d'un assemblage de charpentes qui est finalement la réduction de ce qu'est l'architecture, donc un assemblage de matériaux divers, de manière à répondre à une fonction, à un programme. Et finalement, c'est cette nécessité constructive, cette finalité constructive, qui permet de borner le doute, dans la mesure où, au-delà des considérations conceptuelles ou intellectuelles, à la fin, il faut produire un bâtiment et le produire en fonction de critères qui sont assez triviaux, que ce soit des problématiques de coût, de tenue dans le temps, d'étanchéité à l'air. Et finalement, cet aller-retour permanent dès les premières phases de conception entre des concepts et une formalisation nécessaire permet de rester en quelque sorte dans le réel et donc de limiter cette possibilité du doute.
Bonsoir. Je commençais à m'ennuyer un peu. J'ai choisi cette image pour en fait vous raconter l'anecdote de ce projet. Donc c'est le restaurant 95 degrés réalisé par Alexander Brodsky, qui est cet architecte russe qui dans les années 70 faisait partie du mouvement Paper Architecture, qui en fait pour répondre à des concours répondait à des concours japonais pour pouvoir s'exprimer, voilà. Et donc en fait l'histoire de ce projet, moi qui m'a fasciné et qui m'a fait penser forcément au sujet de ce soir, c'est que pour réaliser ce projet, en fait il a invité ces différentes entreprises sur le site le jour du chantier, du démarrage du chantier. Et il est venu avec une maquette. Il est venu avec une maquette au 10e, en leur disant messieurs, voilà comment on construit ça. Et donc le chantier a démarré sur cette base-là et uniquement sur cette base-là. Donc moi c'est une anecdote qui à l'époque, on l'avait vu en conférence, m'avait impressionné. Et je me pose la question en fait je me transpose dans cette expérience-là et je me pose la question de cette faisabilité-là. Je vous pose la question de est-ce que vous seriez capable. On a eu cette conversation l'autre soir avec Jean-François, c'était simplement pas possible. Manifestement, c'est parce compliqué. Que pour moi, c'est une forme de délégation de doute justement aux entreprises. Et autant une discussion peut sans doute se faire en amont lors des phases de conception avec des artisans, avec des personnes qui sont sans doute plus sachantes sur des thématiques très précises. Par contre, le fait, à mon sens en tout cas, de ficeler en profondeur le projet avant de l'envoyer sur le chantier permet justement d'éviter des aléas et notamment justement de maîtriser les coûts. Ouais, mais la question des aléas peut aussi produire des choses, des imprévus, et ces imprévus-là, il y a une beauté en soi. Enfin, on parle d'architecture, mais en fait, on est fascinés tous par exemple, je sais pas, la musique, et l'improvisation en musique produit des choses incroyables. Il y a derrière ça, il y a un laisser-aller total. Et là, c'est pas toujours bien. Hein. Et il y a des enjeux financiers forcément, mais en fait, je me pose la question de comment transposer cette fascination, par exemple pour la musique, et comment cette fascination-là pourrait irriguer mon métier. Voilà. Si on parle seulement de conception, la musique et l'architecture peuvent sans doute être mises en parallèle. Par contre, à la différence de la musique, l'architecture a une obligation de pérennité et de tenue dans le temps, et on a quelque part une responsabilité qui dépasse justement le process, à mon sens en tout cas. Le process d'un côté qui peut être intéressant, qui peut être valorisé dans une démarche intellectuelle, mais par contre il y a la nécessité de produire quelque chose qui soit solide, pérenne, qui puisse durer parfois plusieurs générations. Après, dans le cadre d'installations par exemple ou d'ouvrages plus éphémères, la dynamique peut évidemment être différente, mais dans le cadre de bâtiments, de maisons par exemple, des particuliers ou d'équipements, on porte aussi une responsabilité qui dépasse la conceptualisation ou le vertige de l'idée. Tu te présentes, Oui. Mathieu ? Mathieu Delmas, donc Mathieu. lauréat avec Léa de l'ALU paysagiste. Oui, moi je suis assez d'accord avec le parallèle avec la musique, mais si ce n'est qu'on ne demande pas aux violonistes de passer à la batterie et enfin, voilà, les rôles ne sont pas forcément intervertis. L'improvisation donne des choses absolument géniales, mais en tout cas pour faire le parallèle sur la musique, chacun a une place assumée et enfin, voilà, pleinement assumée. Mais ce qui était aussi probablement le cas là dans le cadre de ce projet. Je pense que le menuisier a fait son taf. Il y a Brodsky était là, a chapeauté le truc. Mais bon, après je me pose la question Brodsky en tant qu'architecte, c'est quelqu'un qui dans les autres projets qu'il a pu réaliser, on connaît la qualité de ses dessins, c'est quelqu'un qui dessine les choses précisément en détail. Et je pense que dans le cadre de ce projet, c'est plus dans un rapport de décision quasiment, un protocole quasiment artistique qu'il a décidé d'utiliser par rapport à ce projet, peut-être parce qu'il en avait la possibilité. Voilà, en tout cas,
je me pose Ce cette qui question. est intéressant, je pense, je te laisserai intervenir après. Ce qui est intéressant, c'est que à travers vos remarques, ce qu'on sent mettre en jeu, c'est aussi votre capacité en tant qu'auteur, architecte, d'assumer jusqu'au bout le dessin et d'en assumer la responsabilité. Et là où propose Brodsky de le mettre en limite et de le mettre en jeu, en disant je ne suis pas le seul responsable de ce dessin, et de le mettre en doute. Donc, et c'est intéressant parce que je pense que vous êtes sensible sur cette question-là, parce que justement, ça touche précisément à votre qualité d'auteur en tant qu'architecte. Aussi parce qu'on est sensible aux propositions techniques de nos entreprises. Et voilà, on est tous fascinés par nos entreprises, nos bonnes entreprises en tout cas. Tu voulais dire quelque chose, Sébastien ? Non, je trouve ça très intéressant comme pratique pour refaire le rapport à la musique. Souvent en impro, il y a un plan, une gamme, un tempo qui donne un peu ce que, à mon sens, a dû donner la maquette qu'il a amenée sur le chantier, quoi. C'est le principe fort qui doit être tenu, autour duquel tout le monde peut collaborer pour arriver justement à une architecture qui puisse être un peu dans le doute, dans le paradoxe, dans des choses qui ne seraient pas maîtrisées et qui, à mon sens, peut amener une grande poésie. Sur certains projets de maison, alors sans être à ce point-là, mais parfois on travaille avec très peu de choses, justement parce qu'il y a une urgence, et on travaille beaucoup avec les entreprises, avec des amis artisans aussi, et ça amène des choses qui sont assez peu communicables en archi. On a toute une production, alors c'est pas une production off, mais de choses qui correspondent pas aux critères forcément de publication ou de photographie, et qui pourtant ont une vraie valeur, et c'est une problématique de pouvoir communiquer dessus. Donc, on n'en a peut-être pas besoin, mais... Je voulais juste intervenir sur votre discussion entre vous deux. Juste, finalement, je suis assez d'accord avec les deux parce que vous n'êtes pas tout à fait dans la même. Je suis peut-être absolument pas d'accord. Ouais. Moi, je pense que la musique, elle est pérenne, et je pense qu'il y a des interprètes et il y a des compositeurs. Donc, je pense que c'est la manière dont le compositeur et l'interprète interagissent entre eux. Donc, la manière dont l'architecte et l'entreprise vont interagir entre eux. Il n'y a pas l'architecte qui donne à l'entreprise. Il n'y a pas l'entreprise qui fait pour l'architecte. Je pense qu'il y a l'entreprise qui travaille avec l'architecte. Si on a bien dessiné les choses en amont, bien sûr que l'interaction entre les deux, je pense, sera plus solide. Mais entre l'interprète et le compositeur, il y a forcément une interaction. Et ça me fait penser au film de Queen là, que je suis allé voir il n'y a pas longtemps. Queen, il n'écrivait pas forcément ses chansons parce qu'il disait qu'il n'était pas bon dans les textes. Et pourtant, ses chansons sont hyper solides parce que c'est un super musicien. En revanche, il y a des mecs qui ont fait des titres pour lui. Et il a eu des interactions avec, forcément, pour créer des morceaux qui sont pérennes, pour le coup, puisque ça résistera dans le temps. On parle de pérennité en tant que concept, en tant que sensation, alors qu'en architecture, on parle de pérennité face à des éléments, on parle de pérennité, de qualité de construction. Et cette chose-là ne peut pas se faire, à mon sens, dans le cadre d'un bricolage. Mais c'est une question de positionnement. C'est-à-dire que un bâtiment mal construit, bien photographié suite à sa livraison, pourra véhiculer une image qui va être pérenne dans le temps. Par contre, ce qui va en rester au bout de 10, 20, 30 ou 40 ans pourra être sujet à questionnement, compte tenu du fait que certaines synthèses nécessaires entre artisans n'auront pas été faites ou auraient été faites un peu a posteriori. Tout à fait d'accord. Et pour aller dans ton sens, je crois que le bâtiment a été détruit depuis... Est-ce que ça reste ? Non, mais là... Non, c'était vachement bien comme ça va pas te plaire, Ludovic, ce que je vais dire. Non, en fait, ça fait écho à ce que j'ai pu raconter tout à l'heure. En fait, c'est sur un projet qui est en cours à l'agence. Et en fait, là, c'est plus pour parler de la relation à la maîtrise d'ouvrage. Parce que tout à l'heure, je disais qu'on travaillait beaucoup sur des concours. Là, ça doit être le seul projet qu'on a qui est avec une maîtrise d'ouvrage privée, avec des gens qui sont une association. En fait, c'est un cinéma. Et en fait, c'est une association des gens qui sont des bénévoles, qui sont des passionnés de cinéma et qui sont surtout non initiés à l'architecture. Et puis dans l'histoire, il y a aussi la mairie de la commune qui est pas maître d'ouvrage, mais qui a cédé le terrain, donc qui a quand même un regard sur les choses. Et puis surtout, le maire, il utilise un peu ce projet-là
communiquer, puis envisager un peu les élections futures. Donc il y a différents enjeux et dans ce contexte-là, on nous a demandé de commencer par une étude de faisabilité. Donc faisabilité, programmation, faisabilité économique, capacité, volumétrie, tout ça. En fait, en travaillant de la manière dont j'ai raconté tout à l'heure et avant la première présentation à tous ces acteurs, on s'est dit, mais en fait, dans ce contexte-là, ça serait bête de formaliser quelque chose. Ça serait dommage de pas laisser, justement, de pas partager ce doute qu'on a nous, et justement pour arriver à saisir et à embarquer tout le monde dans le projet, pour une fois qu'on a la chance de le faire. On va se mettre dans une position de recul où on va formaliser tout ce des postures et des figures très très différentes, donc dans un même site, de manière complètement abstraite. C'est pour ça que c'est tout blanc, il n'y a pas de matérialité, c'est purement de l'assemblage et des postures de projet. Et on est allé le présenter comme ça à la maîtrise d'ouvrage, en se disant, voilà, maintenant on ouvre le débat, quoi. Alors c'était pas une manière de se défaire du projet, parce qu'on déteste ça et on veut absolument assumer tout ce qu'on fait, mais c'était une manière d'ouvrir la parole et d'arriver à saisir un peu les choses de chacun pour ensuite en faire la synthèse. Et en fait, pardon. Donc c'était pour nous, oui voilà, c'est ça. C'était pour nous une manière de pas figer la définition autour d'une image précise qui serait trop précoce. Et je pense qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Quand on travaille sur des concours, la problématique c'est sur un temps court, à la fin on doit remettre une image qui est très précise et qui souvent ne correspond pas justement aux doutes qu'on peut avoir sur le projet et à la manière dont la place qu'on peut laisser à ce doute plus tard dans les études. Et là, on s'est dit, voilà, c'est une manière de laisser cette place au doute. Alors, au final, le projet aujourd'hui, il est en chantier, ça ressemble à aucune de ces propositions-là. Et donc chacun s'est un peu saisi. C'était un peu bizarre parce qu'il y avait le maire qui disait moi j'aime bien celle-là, le président de l'association disait moi j'aime bien celle-là, mais nous on savait que ça allait être aucune de ces propositions-là. Mais aujourd'hui donc c'est en chantier, ça ressemble pas du tout à ça. Mais ce que ça nous a permis de faire, ça nous a permis au final de prendre un peu le pouls de tous les enjeux qu'il y avait autour de la table et de faire la synthèse et de laisser le temps de faire la synthèse en fait. Et paradoxalement, ça nous a fait faire un projet extrêmement radical, alors il n'y est pas du coup, mais qui sûrement n'aurait pas été accepté si on l'avait présenté à la première présentation. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un bâtiment qui est entièrement en béton noir, teinté dans la masse, donc ça n'a vraiment plus rien à voir avec ça. Du coup, donc voilà, la conclusion par rapport à ça, cette méthode-là permet à la fois de laisser, parce que Régis, tu parlais de maturation, et nous c'est ce qu'on recherche le plus, on peut pas en concours, mais finalement de laisser maturer le projet, ça nous a permis de laisser maturer le projet, laisser le temps aux choses de se mettre en place. Et puis paradoxalement aussi, enfin pas paradoxalement, logiquement ça a permis à chacun des acteurs de s'approprier le projet et de l'accepter au fur et à mesure, quoi. Donc on a retardé au plus tard le moment où on a balancé, parce qu'il fallait un moment au moment du permis de faire une image très précise. On a reculé le plus tard possible ce moment-là pour pouvoir aussi que le doute il serve dans la conception du projet et que tout le monde s'en empare, quoi. Donc voilà. Donc encore une manière d'arriver à un consensus finalement, en maîtrisant habilement ce doute. Oui, alors c'est aussi un jeu difficile parce que nous on veut maîtriser complètement ce qu'on fait, donc il y a une part de due possible. On les amène dans la conception avec nous. Je vais pas dire en les laissant croire qu'ils participent, mais parce qu'ils participent vraiment. Mais au final, la question de la cohérence architecturale, il faut qu'elle soit vraiment là, quoi. Vis-à-vis du lieu, vis-à-vis du programme, vis-à-vis de la ville tout entière, l'urbanité que ça peut créer aussi, qui est pas là aujourd'hui, puisqu'on est dans un site qui est en sortie de ville. Donc tout ça, on a vraiment besoin de tenir le projet, quoi. Mais donc c'est aussi une manière stratégique
stratégique d'inclure la maîtrise d'ouvrage. Ce qui m'a fait penser que quand vous parliez de consensus, c'était pas du tout une manière de vous retirer en tant qu'architecte, mais plutôt de garder la main sur le projet, de chercher le consensus. C'est ce que tu décris, c'est-à-dire que j'embarque les gens, mais je suis quand même la vigie qui garantit les qualités architecturales. Donc je suis toujours un auteur. C'est intéressant de voir comme finalement tout le monde conçoit de manière différente. Je respecte totalement, mais c'est parce que moi, j'arrive pas à le faire. Je suis pas capable de le faire parce que j'ai l'impression finalement de donner le choix à l'autre et de pas dire combien j'ai des convictions. Il fait semblant de laisser le choix. Oui, mais c'est justement. Alors le doute est une stratégie pour le coup. Mais c'est intéressant parce que ouais, moi c'est quelque chose. Personnellement, j'arrive pas à le faire. C'est comme si je laissais la main et je disais bon, c'est toi qui choisis. Ah, mais justement, et puis on le fait. but c'est de pas arriver à ça, quoi. Le but c'est de pas arriver à ça. Et là, il y avait certaines propositions auxquelles on croyait pas, évidemment. Mais comme on était vraiment très tôt dans le projet, on s'est dit que c'était intéressant de fonctionner de cette manière-là pour confronter les gens à justement ça. Ils le voient jamais. Ils le voient jamais ce processus-là. Donc on se disait, c'est un petit risque. Parce que, comme je dis, ils ont commencé à dire, moi je préfère ça, moi je préfère ça. On a dit, attention, c'est pas ça le but aujourd'hui, c'est pas de voter à main levée et puis on va en choisir un. C'est pour alimenter la réflexion, quoi. Donc on s'est forcé là aussi, on s'est forcé parce qu'il y avait certaines choses dont on croyait pas du tout, mais ça s'est avéré bénéfique pour le coup. Et ça a pas, au final, ça n'a pas altéré les convictions qu'on peut avoir sur le projet qu'on a produit, quoi, qu'on est en train de produire. Donc finalement, tu mets plusieurs cartes sur la table et puis tu fais un mix à la fin des choses qui. Non, parce que le projet, c'est pas un mix de tout ça. D'accord. Parce que moi, finalement, j'aurais tendance à poser le truc et à faire réagir justement les interlocuteurs et amener finalement toutes les idées, les remarques, les contre-exemples, les réfutations et compagnie sur l'élément que j'ai donné, de manière à le reconstruire, le remodeler, le rechanger, pour pouvoir faire une proposition pas qui s'améliore, mais qui tend vers les différentes envies, besoins, etc. des différents interlocuteurs. Je ne sais pas si c'est une bonne méthode, j'en sais rien, mais du coup c'est intéressant parce qu'on ne fonctionne pas du tout pareil. En concours ou dans la réalité des concours? Bah, dans la réalité, ce que je disais, la plupart du temps, on travaille sur des concours publics, on ne peut pas se permettre de faire ça, on n'a pas le temps. Et on ne vous demande pas de faire ça. On nous le demande surtout pas, c'est vraiment tout le contraire, quoi. Là, on a saisi une opportunité qui nous était donnée de faire ça pour une fois, parce que c'est vraiment en réaction au concours, vraiment, je reviens là-dessus, qui pour nous est extrêmement frustrant, où souvent, au bout d'un mois et demi, on se retrouve à un mois et demi et des fois moins, on se retrouve à formaliser dans le moindre détail, parce que aujourd'hui, ce qui prime dans les concours d'architecture, c'est l'image qui est affichée en gros en haut de la page, quoi. Et cette image-là, elle est de plus en plus précise que nous, on se retrouve même piégé par moments à réfléchir à des détails dont on ne devrait pas avoir à penser à ce moment-là du projet. Donc pour nous c'est extrêmement frustrant ça. Régis, on a été confrontés à la question ensemble. C'est extrêmement frustrant. Donc là c'était une manière de se dire bon, on est dans un contexte différent, donc on va justement laisser la place à tout ça. Mais évidemment qu'aujourd'hui, c'est la seule fois où on a pu faire cette chose-là, quoi. Ça veut dire que concrètement, quand tu présentes ça, t'es à la fin de la faisaille et au début de l'esquisse, ou t'es dans une esquisse déjà bien avancé, enfin, à quel moment en fait, ce dialogue c'est un travail significatif parce que là je montre que les images, évidemment qu'on n'a pas montré que les images, il y avait des plans et des coupes sur chaque on a vraiment poussé le truc jusqu'au bout en disant qu'on formalise, même chaque proposition était chiffrée par l'économiste sommairement, hein, évidemment, pour pouvoir avoir vraiment tous les éléments sur la table, quoi. Est-ce que c'est viable financièrement de faire ça? Non, mais on est une jeune agence d'architecture, donc
Du coup, quand un maître d'ouvrage vient nous voir, là, ce qui est le cas, et qui nous propose de faire une faisabilité sur un projet intéressant comme un cinéma, bah, on y va à fond, quoi. Donc non, je pense que ça prend énormément de temps. Là, ça s'est avéré payant parce que ça les a convaincus et ça les a embarqués dans le projet. Aujourd'hui, on est en train de le construire, donc. Mais c'est pas applicable au quotidien sur chaque projet. Est-ce que c'est à refaire? Bah, vu que ça a marché, ouais, pourquoi pas. Pardon, je voudrais revenir sur la question qui est récurrente du consensus, où on présente cette question du doute comme devant passer à travers une sorte de passoire ou un entonnoir à doute pour finalement arriver au consensus, et ou cette image de méthodologie un peu comme un arbre que vous avez, où finalement le projet serait la branche la plus importante de l'arbre. La question que je me pose plutôt sur la fin de ce processus, c'est est-ce qu'il y a la place pour le doute une fois que le projet est conçu? On parle de consensus pour rassembler toutes les, voilà, pour répondre à la question de la pérennité, de la technicité, de l'économie. Et à la fin, est-ce que le bâtiment produit doit être uniquement une réponse, aussi bonne soit-elle, à toutes ces questions, ou est-ce que le doute est peut-être de nouveau amené et de quelle manière? Ça, c'est un projet donc d'Éric Lapierre, un concours pour une salle de musique, qui par rapport à cette question-là me semble assez intéressant, puisque on est face à une sorte d'objet très étonnant qui, selon moi, mais après c'est mon avis, est certainement loin de produire justement un consensus. Alors on ne parle pas forcément des acteurs du projet, de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage qui forcément doivent effectivement s'entendre pour porter au bout le projet, mais plus d'un projet, un bâtiment comme une proposition pour ses utilisateurs, pour les gens qui vont le voir tous les jours. Est-ce que le consensus doit amener forcément une forme d'immédiateté et d'intelligibilité spontanée? Est-ce que c'est vraiment la question que je me pose à un moment, d'être face à un bâtiment, une construction qui pose davantage de questions, qui propose de nouvelles questions formelles, pas forcément. Alors ça c'est un exemple, mais on peut aussi parler de la réversibilité des bâtiments, des programmes. Voilà. Pour imager cette idée, c'est comme si la branche de votre arbre arrivait au projet vraiment figé, créer un nouvel arbre de possibilités et d'interprétations, voilà, loin d'être dans la réponse forcément parfaite et immédiate. C'est une question. Donc deuxième image, toujours pas d'architecture, désolé. Donc dans la première image, je parlais plutôt de doute comme outil de conception. Dans cette image-là, je parlerai plutôt de stratégie. Le doute peut être une stratégie, et notamment en chantier, j'ai pu le voir peu, mais je l'ai vu quand même. La stratégie face à une entreprise, de manière à gagner du temps sur des choix, pour pouvoir raisonner de nouveau sur les propositions que l'entreprise fait. Je parle par exemple d'un calpinage, vérifier la proposition d'un calpinage par l'entreprise, si on n'y a pas pensé, et vérifier la faisabilité, la technicité, et aussi vérifier la synthèse avec les différents lots. Donc voilà, laisser planer le doute, pour moi, c'était dans ce sens être stratège finalement. Donc ne pas dire oui tout de suite, non tout de suite, je ne pars pas sur cette proposition-là, ou alors j'ai besoin d'y réfléchir. C'est une manière aussi c'est pas de la manipulation, mais presque, quoi, j'ai envie de dire, à un moment donné. Et donc voilà, cette image-là, c'est près de Nancy, c'est le plateau de Malzéville, donc il y a un terrain de planeur, et donc j'ai saisi l'occasion pour parler de ma Lorraine, voilà.
Alors cette image, on peut voir le parallèle entre une bâtisse qui a été photographiée à proximité du site de projet des chambres d'hôtes qu'on a réalisé. Et finalement, c'était pour exprimer que dans le processus de projet, une manière vraiment de toujours de venir sauter le doute, c'est vraiment de trouver en quelque sorte une sorte de réinterprétation où on vient vraiment analyser les différents matériaux qui viennent composer un site pour recréer une sorte d'image mentale qui vient à la fois rassurer les personnes qui vont à la fois voir le bâtiment mais également l'utiliser. Et ça permet de trouver encore ce consensus entre différentes problématiques, à la fois de conception, mais également ça rassure en quelque sorte vraiment le client qui va dans l'utilisation, notamment on peut le voir dans l'utilisation de matériaux, qui en quelque sorte retrouve une image qu'il a pu retrouver. Donc voilà, c'est pas comme une sorte de manipulation comme tu pouvais le dire où on essaye vraiment de pas le perdre, voilà, mais c'est de concevoir en écrivant cette histoire, en la continuant, en parlant d'un contexte. Bon, c'est plutôt, on va dire, notre démarche de manière générale, mais dans des sites, on va dire, plutôt ruraux où c'est vrai, on a parfois un manque de connaissance de l'architecture, de ce qui peut se faire ailleurs. Donc quand on est vraiment dans des zones rurales de villages où l'utilisation même des matériaux va vraiment se limiter à une architecture qui va être vernaculaire. L'idée, c'est vraiment de tirer parti des qualités de ces matériaux qui étaient utilisés par les anciens et de les réinterpréter. Donc, bien sûr, toujours avec des matériaux actuels. Hein. L'idée, c'est pas du tout de faire du mimétisme, mais c'est de tirer parti de l'ensemble de ces indices pour écrire cette histoire et venir en quelque sorte la continuer vraiment dans une logique contextuelle, globale et même d'image mentale vraiment des habitants. Voilà. En ce sens-là, ça m'évoque quand même beaucoup ce que disait Jean-François aussi tout à l'heure, mais peut-être d'un autre point de vue aussi, parce que Jean-François disait maîtriser le doute de l'architecte en disant que finalement c'est dans l'essence du lieu dans lequel je me pose que je limiterai mes choix. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est la mise en place d'un champ d'un imaginaire et d'un champ sématique qui est commun malgré justement l'absence de connaissance de l'architecture qui est souvent prégnant effectivement dans les territoires ruraux. Donc c'est vrai que c'est important d'avoir faire ce travail de pédagogie en amont, de manière à pouvoir discuter des mêmes choses, quand on place un mot qu'il fasse écho de la même manière dans l'esprit des gens. Et donc ça concerne c'est autant une parade pour vous, hein, pour pouvoir dessiner le projet, hein, ce que tu expliquais très bien, qu'une parade dans le rapport à la maîtrise d'ouvrage, où finalement de convoquer ce vocabulaire commun permet de dépasser les doutes qu'ils ont. C'est plus qu'une parade, c'est la politesse, je pense. Simplement d'offrir la possibilité aux gens de comprendre et de ne pas arriver justement avec une position de sachant qui décréterait que l'architecture c'est ceci ou cela et qui l'imposerait du haut de son diplôme. Donc, je les aime bien, les deux têtes là. On dirait, alors c'est Alvaro Siza à gauche et Umberto Eco à droite. Donc, ils se ressemblent quand même vraiment beaucoup, je trouve. Ouais. Alors ils sont nés tous les deux en 32 et en 33. Ils ont traversé notre époque, ils font partie du socle un peu de savoir architectural et philosophique aujourd'hui. Ce qui est assez marrant aussi, c'est qu'il y en a un qui est presque autant connu pour ses croquis que pour son architecture, et l'autre qui est connu presque essentiellement parce qu'il a écrit Le nom de la rose, alors que c'est un chercheur qui a travaillé beaucoup sur la sémantique. Et du coup, ça a à voir un peu avec ce que disait Paul tout à l'heure aussi, sur cette capacité de l'architecture à produire aussi du doute ou des questions, ou des choses qui ne seraient pas
ne serait pas tout à fait ce qu'elle devrait être, quoi. Et je trouve que chez CISA, il y a ça, dans une architecture qui résiste assez à la photographie, qui se ressent beaucoup plus fortement quand on y est, qui met en scène des petits désordres, des accidents. Enfin, je pense à l'entrée du musée Serralves, par exemple, où il y a une structure qui n'est pas rationnelle, quoi. Il y a une retombée, et puis hop, elle est reprise par un porte-à-faux. Et du coup, ça on ne sait pas trop pourquoi, ça amène à quelque chose qui a sans doute à voir avec de la poésie. Donc c'est ce qu'il y a de plus dur à faire en architecture, sans doute. Et c'est là où Umberto Eco a essayé de travailler là-dessus, un peu sur d'analyse musicale, d'analyse de la littérature, donc savoir ce qu'on disait tout à l'heure de l'improvisation aussi, du jazz et il travaillait notamment sur la théorie de l'information et sur l'ordre et le désordre, en se disant tiens, il y a là un phénomène esthétique de la poésie qui naît quand il y a le minimum d'ordre dans le maximum de désordre. Et que du coup, c'est peut-être ça aussi notre travail à nous, si on veut faire en sorte de pouvoir créer des émotions, parce que évidemment qu'on parle d'efficience, de durabilité, d'économie de matériaux, mais ce qu'on cherche quand même à faire pour que ça se révèle à un moment de façon un peu profonde chez tout le monde, c'est à créer des émotions, je pense. Donc du coup, voilà, ils sont très intéressants pour ça. Nous, on essaie de faire ça à notre échelle sur les projets, justement, en faisant en sorte qu'il y ait des parcours, qu'on découvre des choses, qu'on les traverse, qu'il n'y ait pas de vérification aussi. Il y a un grand malheur de la photographie, de l'architecture pour moi, c'est qu'on a vu le projet sur papier, après on va vérifier si c'est vraiment ça, et on s'interdit plein d'émotions, je pense. Et du coup, voilà. Et puis ils ont deux bonnes figures de papy méditerranéen, un peu, qui auraient plus savoir du récit ou de la poésie que du théorème. Et je trouve ça un peu rassurant des fois, quand on a tendance à sur-raconter les choses. Oui, parce qu'en plus, Alvaro Siza n'est pas connu pour ses écrits. Il n'y en a pas beaucoup. Et la dernière pour conclure. Bah ouais. Bon, je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour douter, et puis il y a un moment donné, il faut y aller, quoi. Voilà. Non, mais ouais. Enfin, c'est un certain monsieur Petit qui, en 80 et quelques, a traversé en funambule les World Trade Center. Et il y a eu un film là-dessus qui est pas génial, mais dans une de ses interviews, en fait, il y a un truc qui m'a marqué. Il explique qu'il soit à 1 mètre du sol ou en l'occurrence à 400 mètres, la concentration est exactement la même. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a interpellé. Après, c'est une image qui est pleine aussi de symbolique. La question au niveau, là, c'est plus structurel. Au niveau de nos agences, on est petit. Qu'est-ce qu'on fait? On grandit. De quelle manière? On se pose ce genre de questions, mais en même temps, on avance. Est-ce qu'on a le droit de faire demi-tour? Je suis pas sûr. Ça, c'est des choses qui sont encore en suspens. Donc, voilà, des fois, j'ai l'impression d'être ce type-là, voilà, sur le fil. Et voilà. Puis après, il y a quelque chose effectivement de binaire. Hein. Il y a quelque chose, quasiment une schizophrénie, qui est de dire, oui, parfois on doute, et c'est évident. Puis parfois, il faut être ultra convaincant, et il y a parfois une sorte de jeu de rôle qui s'installe, qui est pas forcément naturel, qui peut le devenir. Ça dépend des caractères des uns des autres. Mais voilà, c'est ce côté binaire en fait de ce métier qui est très intriguant, et que je voulais raconter par le biais de cette image. Ouais. Je te remercie de conclure avec ces mots-là. Vous avez des choses à dire ou... Non. Parce que je pense que justement c'est exactement, en tout cas ce que j'avais essayé ce que je voulais faire avec cette conférence ce soir, c'est de retrouver cette partie, cette deuxième partie de votre cerveau d'architecte que j'avais moins perçue quand je vous avais rencontré, puisque vous m'aviez montré toute la puissance de vos convictions et de vos certitudes, et je suis heureuse d'avoir ici pu laisser émerger de la place un petit peu à tout ce doute qui est indispensable, et tu l'as très bien dit, et vous l'avez tous raconté aussi après avec toutes les parades qu'il induit, etc. Mais en tout cas qui fait partie intrinsèque du métier d'architecte. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions.
Parce que j'étais hyper d'accord et instantanément je me suis dit, ah mais non, c'est pas possible. Du coup sur la contextualisation comme une manière de réduire aussi un peu le champ des possibles, là je dis ok, je te suis. Et après du coup l'architecture comme voilà, quelque chose de pérenne, quelque chose de solide, là je me dis ah mais non, là, je suis plus du tout. Dans un contexte où voilà, on commence à toucher à l'impermanence des choses ou l'instabilité ambiante. Et en même temps, les photos qu'on a vues, c'est du bois. Il y avait des assemblages complètement réversibles, démontables. Du coup, je me demandais jusqu'à quel moment le doute existait du coup. Parce que penser que du coup on construit pour 40 ans, moi ça me paraît absurde maintenant, comme les usages vont changer, tout va changer. Alors il y a deux choses, je pense. Il y a la réversibilité, c'est une chose, ça permet à un bâtiment de bouger, d'être réinvesti. Par contre, il y a la responsabilité que l'on a vis-à-vis d'un client. Et donc en fait, je pense que la pérennité tient beaucoup au contexte dans lequel on construit. C'est-à-dire que si on fait une installation, effectivement, on peut imaginer qu'elle va être détruite au bout de quelques semaines ou de quelques jours. Par contre, lorsqu'on construit une maison pour quelqu'un qui va investir ou faire un prêt pour construire, il est difficile de lui expliquer que tout va s'effondrer ou qu'il va être amené à devoir rebricoler par-dessus au bout de quelques années. Donc je pense que ça tient vraiment au contexte, au programme et et paradoxalement, dans un monde justement qui est très immatériel, où les choses bougent beaucoup, je pense que l'une des forces de l'architecture, c'est d'être inscrite dans le réel, un peu en contre-pied justement de l'évanescence du monde dans lequel on est. Eh bien, je vous remercie pour cette discussion et merci à vous d'être venus les écouter et les découvrir aussi pour la plupart. Merci beaucoup.